Bienvenue à tous. Nous voici sur le webinaire concernant les attestations de salaire en accident de travail et maladie professionnelle avec un focus sur les primes et sur les rappels de salaire. Aujourd'hui, on animera ce webinaire à deux voix et nous sommes accompagnés également de deux de nos collègues, de notre collègue du Mans et de notre collègue experte métier de l'assurance maladie de Vendée. Donc, je me présente, moi je suis Charline Palvado, je suis chargée de la relation entreprise à la CPM de Vendée et je suis accompagnée aujourd'hui de Hélène Ford. Je suis également chargée de relations auprès de vous, les employeurs, sur principalement l'accompagnement aux déclarations vers notre organisme. Je suis aux indemnités journalières des risques professionnels. Bonjour à tous, Jérôme Minguin, je suis chargé de la relation entreprise à la caisse primaire de la Sarthe et je serai en charge de la modération aujourd'hui. Bon webinaire à tous. Voici le sommaire pour aujourd'hui. Donc, nous verrons dans un premier temps le dernier jour de travail et les éléments de salaire de référence. Ensuite, nous passerons sur le salaire de base, puis les primes et les rappels de salaire, la perte de salaire, la reconstitution de l'attestation de salaire, en DSN, voir comment ça se passe, et effectivement les contacts, comme à chaque fois. Je vais donc prendre la parole pour le déroulé du sommaire présenté par Charline. Donc, pour revenir sur l'origine en fait et les objectifs de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment vous présenter le plus en détail possible le remplissage d'une attestation de salaire sur Net Entreprise et on fera un focus à la fin sur pourquoi il est intéressant pour vous de le faire en DSN. Et même si on vous dit de façon régulière et répétée qu'en DSN, c'est plus simple, effectivement, et qu'il y a moins de choses à compléter, on reviendra ensemble sur le fait que les éléments dont on parle dans tout le déroulé aujourd'hui vont être d'une importance capitale à bien compléter dans vos DSN mensuels pour que ça ressorte correctement. On reviendra dessus plus en détail à la fin. Pour revenir à l'origine, au démarrage en fait d'une attestation de salaire, il faut bien avoir en tête que pour faire une attestation de salaire, il faut mentionner la date de dernier jour de travail. Cette date, elle est très très importante car c'est elle qui détermine le point de départ de la période de référence. On va beaucoup parler de on va beaucoup utiliser cette intitulée période de référence dans l'heure qu'on va passer ensemble. Donc, cette période de référence pour l'étude des droits, mais également pour le calcul du montant de l'indemnité journalière et le début de l'indemnisation. Pour rappel, toute journée de travail commencée n'étant pas indemnisable par l'assurance maladie, si votre salarié a débuté sa journée de travail, cette journée correspond à la date de dernier jour de travail indiquée sur les attestations de salaire. Et ça, c'est valable quels que soient les risques, même si aujourd'hui, on parle accident de travail et maladie professionnelle principalement. En accident de travail, quel dernier jour on indique sur l'attestation de salaire? Eh bien, ça va être tout simplement, il faut se placer par rapport à l'accident. Si votre salarié a un accident de travail qui nécessite une prescription d'arrêt de travail immédiate, eh bien, la date du dernier jour de travail à indiquer sera toujours la date de l'accident, même si on se trouve dans le cas d'un accident de trajet et que la personne n'a pas encore commencé sa journée de travail. À partir du moment où il y a un accident de trajet, la journée est indemnisable par l'employeur, donc c'est cette journée-là qui sera à indiquer sur l'attestation. Dans le cas numéro 2, votre salarié, en revanche, il a un accident du travail un jour J, mais les lésions ne sont peut-être pas très, très graves sur le moment, mais ça s'aggrave un peu finalement. Il y a un arrêt, qui est prescrit quelques jours après. Eh bien, on revient à la règle générale. La date du dernier jour de travail sera la veille de l'arrêt prescrit ou éventuellement le jour de l'arrêt prescrit si la personne a travaillé, pour revenir à ce que je disais jusqu'avant, mais pas forcément la date de l'accident lui-même. Donc, deux cas, l'arrêt est immédiatement consécutif ou se produit quelques jours après. Dans ce cas-là, la règle est différente. Pour bien comprendre le salaire de référence, donc pour une bonne indemnisation en risque professionnel, il est important de bien déclarer
3 éléments. On mentionne le nom des cadres. Alors, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de remplir des attestations de salaire papier, ça vous parle particulièrement, le cadre A, le cadre B, le cadre C. On retrouve aussi la mention de ces cadres dans la reconstitution de l'attestation de salaire que vous faites quand vous faites une attestation sur Net Entreprise. À la fin, entre l'étape 7 et l'étape 8, quand ça se reconstitue, vous avez aussi la mention de ces cadres. Alors, à quoi correspondent-ils ces cadres? Le salaire de base et les accessoires du salaire de la période de référence, c'est le cadre A, c'est-à-dire le salaire brut du mois précédant le dernier jour de travail pour les salariés mensualisés. Exemple, dernier jour de travail le 15 juin, le salaire de base, ce sera mai. Et cette règle-là, on va l'appliquer dans tout ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Donc, ce salaire de référence, il correspond au salaire brut des 12 mois précédents lorsque l'activité est dite discontinue. Les saisonniers ou les personnes qui ont des successions de contrats de travail sur une activité discontinue. Ou pour certains types de métiers, on pense notamment par exemple dans le commerce au VRP ou métiers qui peuvent être associés au sens de la DSN à cette activité. Donc ça, c'est le cadre A, le salaire de base de la période de référence, c'est-à-dire le mois qui précède ou les 12 mois. Le cadre B, lui, il va concerner les rappels de salaire et les accessoires de salaire versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base. Ce sont les primes et rappels de salaire versés dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. On va détailler ça vraiment de façon très précise dans les vues qui suivent et on vous expliquera aussi pourquoi 13 mois. Et puis le cadre C, c'est la perte de salaire lorsque la période de référence n'a pas été entièrement travaillée. Si sur le mois qui précède, par exemple, votre salarié a été en absence justifiée, mais que ça a généré une récupération, une perte sur le salaire de référence, il faudra indiquer quelle était cette perte de salaire subie dans le cadre C. Contrairement à l'attestation de salaire en maladie ou en maternité, où on vous demande un salaire rétabli, là on vous demande d'indiquer une perte, et c'est l'addition des deux, mais on détaillera tout à l'heure, qui nous donne le salaire à prendre en compte. J'espère que c'est clair pour cette première partie. Est-ce que Jérôme, déjà pour ça, il y a quelques questions ou pas encore? Eh bien, écoute, pour l'instant, pas de questions. Très bien. Euh, On va continuer alors. Donc, on va développer les 3 éléments dont je viens de vous parler, le cadre A, donc le salaire de base. En démarrant par le lancement d'un petit quiz. Alors, le quiz vient d'être lancé. On vous laisse un petit peu de temps pour y répondre. La question étant, à quoi correspond le salaire de base lorsque je saisis une attestation de salaire en ATMP sur Net Entreprise ou en signalement DSN? J'en profite le temps que vous répondiez, hein, si jamais vous avez des questions à poser pendant que Charline et Hélène déroulent le support, n'hésitez pas à les écrire, on y répondra le moment venu. Je crois que 100% des participants ont répondu. Quasiment, on est quasiment à 100%. Je vais pouvoir mettre fin au sondage et je vous laisse continuer votre déroulé, mesdames. Merci. Est-ce que les résultats ont été partagés? Oui, ils sont partagés, c'est bon. Ils sont partagés. Donc, vous voyez à l'écran les réponses. Donc, comme je vous le disais juste avant, effectivement, le salaire du mois précédent, le dernier jour travaillé, c'est bien la première la réponse pour les salariés mensualisés, donc pour ceux qui ont une période de référence d'1 mois. Mais il y avait 2 réponses possibles, puisque la dernière était possible également pour les personnes dont l'activité est discontinue. Donc, la période de référence, elle est soit de 1 mois, soit de 12 mois. Je vais développer un petit peu ce qui est à renseigner dans ce cadre A, justement. On va revenir à notre exemple. Un arrêt de travail prescrit à compter du
15 juin, avec un dernier jour de travail, le 15 juin, très exactement. Donc, vous indiquez le salaire brut soumis à cotisation, accident du travail, du mois précédent ou des 12 mois. Là, dans notre exemple, c'est un mois. Il comprend seulement les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence. Donc, le salaire principal, les congés payés éventuellement, les heures supplémentaires payées et effectuées au cours du mois de référence, mais également les éventuelles primes mensuelles versées au titre du mois de référence. C'est-à-dire tout ce qui va être accessoire, on va dire, du salaire, mais qui correspond bien au mois de référence en lui-même. Vous les indiquez donc dans cette première étape. Hein. Le cadre A, c'est aussi l'étape 1 sur 3 des salaires de référence, donc l'étape 5 de nette entreprise. Puis vous indiquez, quand vous avez déterminé quel était ce montant, vous l'indiquez dans montant brut et vous indiquez à côté la part salariale à déduire. Et depuis le 1er janvier 2015, elle est forfaitaire, elle correspond à 21% du montant brut indiqué précédemment. Petit conseil très pratico-pratique, si vous avez besoin de vous référer au bulletin de salaire de vos salariés, préparez les éléments en amont, quitte à prendre un papier et de noter les éléments avant de vous connecter à notre entreprise pour vous éviter de naviguer d'un logiciel à l'autre ou d'un outil à l'autre. C'est pas mal d'avoir en tête à l'avance ce que vous souhaitez renseigner. Ça permet de bien caler les choses dans son esprit avant de les mettre, j'allais dire, sur papier ou en tout cas de les saisir. Voilà pour la première case à remplir sur Net Entreprise. Et on vous a indiqué là sur un exemple d'un bulletin de salaire où se trouve le montant brut soumis à cotisation. Ce n'est pas le brut qu'on voit ici là en gras, c'est parce que ça peut être le même, mais il peut aussi être différent. C'est vraiment le brut qui correspond à la ligne sur laquelle sont prélevées les cotisations, sont calculées les cotisations. Nous passons ensuite à la partie sur les primes et les rappels de salaire, sauf si Jérôme, il y a déjà une question sur la partie précédente. Alors, sur la partie précédente, non. Donc, on peut enchaîner. D'accord, on peut enchaîner, très bien. Donc, cet onglet, cette partie va vous faire un focus important sur les primes et rappels de salaire. Ça va être vraiment j'allais dire le gros morceau de ce matin, mais on va le détailler, ne soyez pas inquiets. Le fait qu'on le détaille autant, c'est un choix. Hein. On a voulu vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez à la fois bien comprendre, mais également vous y référer lorsque vous aurez le support ou que vous voudrez visionner le replay. Un deuxième quiz. Oui, alors, quels primes et rappels de salaire doivent être indiqués sur mon attestation de salaire en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle en AT ou en MP? Je lance le quiz dès à présent. Je vous laisse une trentaine de secondes pour y répondre. En attendant, je commence à recevoir quelques questions. Pour les personnes qui sont inquiètes parce qu'ils n'ont pas répondu au quiz, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de compétition. Vous pouvez répondre aux autres questions. Et pour les personnes qui ont commencé à poser des questions en fonction de celle-ci, on y répondra le moment venu euh, pour, euh, pour Charline et Hélène. Les avis sont assez mitigés sur cette question. Je crois. Hop, je vais pouvoir mettre fin au sondage. On est arrivé à 1 minute. Hop, je mets fin au sondage, je partage les résultats et je vous laisse la parole, les filles. Fermé. Hop, le partage est en cours. D'accord. Il faut qu'on le ferme. Donc, on va commenter les réponses. Donc, effectivement, il y avait une petite subtilité. La bonne réponse, c'est la deuxième, c'est-à-dire toutes les primes et les rappels de salaire brut versés dans les 13 mois précédant le dernier jour travaillé. C'était la petite nuance par rapport à la proposition numéro 1. Mais c'est bien ce qui est versé dans les 13 mois précédant le dernier jour de travail. Vous verrez pourquoi c'est important tout à l'heure.
Donc, on reprend toujours notre exemple avec un dernier jour de travail le 15 juin 2024, puisque notre accident a eu lieu le 15 juin 2024, avec en salaire de référence toujours mai 2024, mais les éventuelles primes et rappels de salaire qui ont été versés sur les 13 mois qui précèdent ce dernier jour travaillé, soit du 1er mai 2023 au 31 mai 2024. Donc, vous les indiquez ligne par ligne, avec, dans un premier temps, la date de versement, pardon. Ensuite, la période à laquelle se rapporte ce montant que vous venez d'indiquer, la date de début, la date de fin, le montant brut soumis à cotisation et toujours la part salariale à déduire qui correspond à 21%. Pour mieux comprendre la prise en compte des primes, toujours, on va vous indiquer exactement à quoi correspondent les éléments de langage que l'on utilise, les définitions des différents éléments. La date de versement de la prime, il s'agit de la date à laquelle l'employeur effectue le versement. Ce n'est pas le plus compliqué. Par exemple, la date du virement. Cette date est déterminante pour la prise en compte ou non de la prime par l'assurance maladie dans le calcul de l'indemnité. Ensuite, la période de référence de la prime, il s'agit de la période à laquelle se réfère la prime versée. Exemple, prime versée le 1er janvier pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Dans l'accompagnement que l'on fait au quotidien auprès des employeurs, on a parfois des personnes qui ne savent pas trop compléter et qui nous disent « je ne sais pas à quoi ça correspond. Je ne connais pas la période de référence. » Alors, peut-être qu'on pense qu'on ne la connaît pas au moment où on complète une attestation de salaire sur Net Entreprise, mais il y a forcément une période de référence parce que quand vous avez indiqué dans la DSN mensuelle du mois qui correspond au versement de cet élément de salaire, vous avez dans les blocs de la DSN des éléments qui correspondent, notamment la date de début et la date de fin. Donc, si vous avez un doute, que vous ne faites pas vos signalements d'arrêt accident de travail en DSN, mais que vous devez le faire sur Net Entreprise, référez-vous à ce qui a été renseigné dans le logiciel pour retrouver la période de référence. Ça vous aidera. Et la période de report, eh bien, la période de report, elle est calculée par nous, Assurance Maladie. On va vous l'expliquer tout à l'heure, mais elle dépend en fait à la fois de la date de versement, mais aussi de sa période de référence. Tout ça vous sera détaillé tout à l'heure. Et la proratisation de la prime, elle est calculée par l'assurance maladie, justement en fonction de ces différents éléments. Par exemple, une prime annuelle de 1 200 €, on reportera le montant de 100 €, c'est-à-dire 1 200 sur 12 mois. Si, bien sûr, par rapport à la date de versement et la règle du report, elle est bien à prendre en compte pour l'exemple que l'on souhaite vous présenter. Et pour une prime semestrielle, donc c'est 6 mois, par exemple, là 300 €, eh bien on divise 300 € par 6, ça fait 50 € qui seront éventuellement pris en compte selon le mois de référence. On détaillera ça plus tard. La période du report, elle est calculée par l'assurance maladie et elle est déterminée en fonction de la date de versement, comme je vous le disais jusque-là. Donc, si la prime est versée pendant la période de référence à laquelle elle se rapporte, ce sera différent de si la prime est versée en dehors de la période de référence à laquelle elle se rapporte. Je ne détaille pas cette vue parce qu'on aura des exemples juste après. Je vais laisser la parole à Charline qui va bien vous expliquer la différence sur la manière dont nous, Assurance Maladie, on prend en compte une prime selon qu'elle est versée pendant ou en dehors de la période à laquelle elle se rapporte. Je te laisse la parole. Donc oui, sur les slides suivantes, on va vous proposer 2 formats pour mieux comprendre le report des primes calculées par l'assurance maladie. Donc le premier format, c'est un format tableau. Pour les primes versées, on va commencer pendant la période de référence de la prime. Donc en rose, vous avez ce que vous allez saisir. Et là, en bleu, vous avez ce que nous, on va calculer. Donc, ici, on reprend toujours l'arrêt de travail le 15 juin 2024 avec un dernier jour de travail au 15 juin 2024, le salaire de base, le salaire de référence mai 2024 et les éventuelles primes versées sur la période du 1er mai 2023 au 31 mai 2024, donc bien 13 mois. Donc, si on prend la première ligne, un versement qui a lieu le 30 juin 2023, qui se rapporte à la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023, donc sur 6 mois. Le montant de la prime,
1200 euros, eh bien nous, ce qu'on va calculer, c'est le montant reporté chaque mois sera éventuellement de 200 euros, puisque c'était une prime sur 6 mois, donc 1200 divisé par 6. Sa période de report, elle est du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023 sur 6 mois. Pourquoi on commence à cette date-là? Parce que quand la prime elle est versée pendant la période de référence, eh bien, le période de report commence toujours le premier jour du mois de versement. Donc là, on est bien 1er juin, puisque ça a été versé le 30 juin. Donc 1er juin 2023 au 30 novembre 2023. On n'oublie pas que notre période de référence, notre salaire de base, c'était mai 2024. Nous, on va se reporter à se dire, est-ce que la période de report de la prime est intégrée dans notre salaire de base? On voit ici que non, puisque ça se termine le 30 novembre. Donc, on ne va pas la prendre en compte. Si on prend l'exemple de la deuxième prime versée, elle est versée le 30 novembre 2023 pour une période de référence de cette prime du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant de 1500 euros. La période était de 12 mois, donc on va prendre les 1500 euros qu'on va diviser par 12, ça fait 125 euros. Sa période de report, puisqu'elle est bien pendant la période de référence, c'est toujours donc le premier jour du mois de versement, donc à partir du 1er novembre et jusqu'au 31 octobre 2024, parce qu'elle se reporte bien sur 12 mois. Donc, on s'aperçoit que notre salaire de base est bien inclus dans cette période de report de la prime, donc on va bien la prendre en compte. Ensuite, on va prendre le dernier exemple. Donc, vous saisissez une date de versement au 31 mars 2024, qui se réfère à une période de la prime de 3 mois, donc du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024, pour un montant de 300 euros. Et donc là, Jérôme, je vais te laisser lancer un petit sondage pour bien voir si, oui ou non, on va prendre cette prime en compte. Je vais vous laisser le temps de calculer le report, tout en sachant que, on n'oublie pas, la date de versement est bien pendant la période de référence de la prime. Donc, son premier jour, on commence le report au premier jour du mois de versement. Donc, je te laisse lancer le sondage pour savoir si, oui ou non, à l'assurance maladie, on prendra en compte cette prime-là à ajouter au salaire de base. Hop, c'est parti. Merci. Je vois que vous répondez assez vite à cette question. Oui. Est-ce bon signe? Normalement, oui. Tu me dis quand ça se stabilise et quand tu mets Eh fin ben, au écoute, là, ça se sondage. stabilise, donc je vais mettre fin au sondage. Ok, super. Hop, j'ai mis fin. Je partage les résultats pour que tu puisses apporter tes lumières. Merci. Et effectivement, comme 87% d'entre vous l'avez bien mis, la période de report est donc premier jour du mois de versement, donc 1er mars 2024 jusqu'au 31 mai 2024. Et donc, on va bien le prendre en compte parce que notre salaire de base qui était mai 2024 est bien inclus dans la période de report. Donc, on va bien la prendre en compte. Ici, je vais vous présenter ce même exemple, mais sous forme chronologique, toujours pour la prime versée pendant la période de référence de la prime. Donc, on reprend le même exemple. Juste pour information, si on reprend le même exemple, c'est parce que certains d'entre vous sont peut-être plus à l'aise avec le format tableau, d'autres vous préférez la frise. Donc, c'est pour permettre selon voilà, comment vous préférez vous donner visuellement de présentation. Merci. Donc, on reprend notre même exemple. Arrêt de travail le 15 juin 2024, avec donc le dernier jour de travail, le 15 juin 2024. Le salaire de base à prendre en compte, mai 2024. Notre période de référence pour les primes et rappels de salaire,
on vous demande donc les 13 derniers mois, donc du 1er mai 2023 au 31 mai 2024. On a une prime qui est versée le 30 juin 2023. Elle a une période de référence de cette prime qui va du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023, soit 6 mois. Le report démarre le premier jour du mois de versement, donc le 1er juin 2023. Et elle s'étale sur une période de 6 mois, donc du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023. Est-ce que le mois de mai 2024, qui est notre salaire de référence, se trouve dans cette période de report? Eh bien non. Donc on ne prendra pas cette prime en compte. La deuxième prime qui était visible dans le tableau et qu'on reporte ici, c'est une prime versée le 30 novembre 2023. La période de référence de cette prime est du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, soit 12 mois. La prime étant versée pendant la période de référence de celle-ci, le report débute bien le premier jour du mois de versement, soit le 1er novembre 2023. Comme c'est une prime qui était versée sur 12 mois, elle va donc se reporter du 1er novembre 2023 jusqu'au 31 octobre 2024, sur toute cette période-là. La période de report de la prime couvrant le mois de référence, donc ici, je rappelle toujours mai 2024, celle-ci sera bien prise en compte pour 1/12 et sera ajoutée au salaire de base pour le calcul de l'indemnité journalière. Sur cette slide et sur celle d'après, c'est le résumé de ce schéma sous forme chronologique où, à la place d'avoir tout détaillé slide par slide, c'est vraiment regrouper tout sur une pour que ça soit lisible par vous. Et vous les aurez bien sûr lors de la diffusion du support. Donc là, je ne vais pas m'attarder dessus, mais simplement la première 6 mois, la deuxième 12 mois et avec toutes les dates dont je viens vous parler juste avant. On va maintenant parler ici du deuxième exemple. Ce sont les primes versées en dehors de la période de référence de la prime. C'est-à-dire une prime qui n'est pas versée pendant la période de référence. Donc, ça veut dire que sa période de report qui sera calculée par l'assurance maladie, on va commencer à la prendre en compte à partir du premier jour du mois civil suivant la date du versement. Alors concrètement, comment ça se passe? On a toujours notre arrêt de travail qui est le 15 juin 2024 avec un dernier jour de travail au 15 juin 2024. Notre salaire de base qui est toujours mai 2024 et nos éventuelles primes versées sur la période du 1er mai 2023 au 31 mai 2024, donc toujours versées dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour de travail. Donc si je prends ici le tableau bleu, ici c'est ce que vous allez compléter, et ici c'est l'éventuel calcul de l'assurance maladie. Donc on va partir sur cette première prime, donc une prime versée le 5 mai 2023, avec une période de référence qui va du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, soit sur une période de 12 mois, pour un montant de 600 €. On aperçoit bien que le versement est en dehors de sa période de référence. Donc, nous, notre période de report commencera le 1er juin 2023 et s'étalera sur 12 mois, donc jusqu'au 31 mai 2024. Étant donné que notre salaire de base, qui est mai 2024, est bien inclus dans la période de report, c'est une prime qu'on prendra bien au niveau assurance maladie. Et toujours avec le montant 600 € divisé par 12 égale 50 €. Pour la deuxième prime, c'est une prime versée le 5 octobre 2023 pour une période de référence allant du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023, donc sur 6 mois,
pour un montant de 1 200 euros. On est toujours sur une prime versée en dehors de sa période de référence. Donc, on commence au premier jour du mois civil suivant la date de versement. Donc, pour le report, on commencera au 1er novembre 2023 et jusqu'au 30 avril 2024, puisqu'elle s'étend sur 6 mois. On s'aperçoit bien que notre salaire de base, qui est mai 2024, n'est pas inclus dans cette période de report. Donc, nous ne prendrons pas cette prime en considération à ajouter au salaire de base. La troisième prime, donc une prime versée le 5 janvier 2024 pour une période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, donc 12 mois, pour 1 500 euros. La période de report, toujours, au premier jour du mois civil suivant la date de versement. Donc, on commence le 1er février 2024 jusqu'au 31 janvier 2025, puisqu'elle est sur 12 mois. On divise les 1 500 euros par 12, ça fait 125 euros. On voit bien que le mois de mai 2024 est bien inclus dans la période de report, donc c'est une prime qu'on prendra en compte. Et pour la dernière prime versée le 5 mai 2024, pour une période de référence du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, donc 4 mois pour un montant de 800 euros, est-ce que l'assurance maladie prendra ce montant ou non? Donc, je vous laisse le temps de calculer et Jérôme de lancer le sondage. Donc, on est bien Le sur une sondage est prime, lancé. merci, en dehors de sa période de référence. Encore une fois, je vois que ça répond très vite. On va dire cette fois-ci que c'est vraiment bon signe. Tout à l'heure, ça l'était, ça s'est avéré C'est vrai. juste. Oui. On va laisser encore 5-10 secondes pour répondre. Allez, ça se stagne. Je vais mettre fin au sondage. Hop. Et je vous partage les résultats. Et donc, la réponse est non. Elle ne sera pas prise en compte parce que du coup, les 800 euros qu'on divise par 4, puisque c'était le nombre de mois qui comprenait la prime. Donc, si nous, on fait la période de report, on a bien dit, comme elle était versée en dehors de la période de référence, on commence le premier jour du mois civil suivant la date de versement. Ça a été versé au mois de mai, donc nous, on commencera à reporter, au mois de juin 2024 et pour 4 mois, donc jusqu'au 30 septembre 2024. Donc, le mois de mai 2024 n'est pas inclus dans cette période de report, donc on ne prendra pas cette prime en compte. Vous aviez raison à 77% de C'est ça. mémoire. Donc, comme tout à l'heure, on vous présente cette fois sous forme de frise chronologique. Donc, on va reprendre encore notre arrêt qui est au 15 juin 2024, avec le dernier jour de travail au 15 juin 2024. Le salaire de référence, toujours le même, mai 2024. Une étude des primes et rappels sur les 13 derniers mois, donc du 1er mai 2023, ici, jusqu'au 31 mai 2024. Une prime versée le 5 mai 2023, avec une période de référence à laquelle elle se rapporte du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022. On voit bien que la prime est versée en dehors de la période à laquelle elle se rapporte. Donc, le report de cette prime, puisqu'elle est versée en dehors, commence bien le premier jour du mois civil suivant la date de versement. Donc ici, on est sur un premier jour de report qui sera au 1er juin 2023 et qui va s'étendre sur 12 mois, donc du 1er juin 2023 jusqu'au 31 mai 2024. Le mois de mai, qui est notre salaire de référence, est bien incluse dans la période de report, donc nous la prendrons en compte.
Notre deuxième prime versée était versée le 5 octobre 2023, avec une période de référence de cette prime qui s'étend sur 6 mois, donc du 1er avril 2023 jusqu'au 30 septembre 2023. On voit bien à nouveau qu'elle est versée en dehors de la période à laquelle elle se rapporte. Donc, le report de cette prime commencera le premier jour du mois civil suivant la date de versement, soit au 1er novembre 2023. Et va s'étaler sur une période de 6 mois, donc du 1er novembre 2023 jusqu'au 30 avril 2024. Et est-ce que le mois de mai, qui est notre salaire de base, est inclus dans cette période? Eh bien non, donc elle ne sera pas prise en compte dans le calcul de l'indemnité journalière. Comme tout à l'heure, ici, vous aurez 2 slides sur le résumé des exemples et des primes versées qu'on vient juste de voir. Donc, on ne va pas s'arrêter dessus là, mais encore une fois, vous l'aurez lors de la remise du support qu'on vous enverra par mail. Donc, ici pour la prime de 12 mois et ici avec la prime de 6 mois. Au niveau de cet exemple-là, donc ça, c'est une prime qui est versée pendant, si la prime est versée pendant ou en dehors, pardon, de la période de référence à laquelle elle se rapporte, avec un exemple sur le mois de décembre. Donc ici, on a un arrêt de travail qui est le 11 janvier 2024, avec un dernier jour de travail au 11 janvier 2024. Donc sur cet exemple-là, on est sur quelque chose qui revient assez fréquemment. C'est par exemple le 13e mois qui est versé en dehors ou pendant la période de référence. Donc, on va partir sur cet exemple-là. Donc, je vous disais bien, 11 janvier 2024. Donc, le salaire de référence, décembre 2023. Et donc, les 13 mois, les primes versées dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour de travail. Donc, on est sur des éventuelles primes qui sont entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2023. Donc, ici, ce que vous saisissez encore une fois, donc, inversement, le 5 janvier 2023, pour une période de référence du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, donc 12 mois, pour un montant de 1 440 €. On est bien en dehors de la période à laquelle elle se rapporte. Donc, on va commencer au premier jour du mois civil suivant, donc du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Et donc, notre mois de décembre 2023 est bien inclus ici, donc on va bien le prendre en compte. Dans la deuxième ligne, inversement, le 31 décembre 2023, pour une période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, pour 1 500 €. Étant donné que la prime a été versée pendant sa période de référence, on commence au premier jour du mois de versement, donc du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Notre mois de décembre 2023, qui est notre salaire de référence, est bien inclus, donc on le prendra bien en compte. Je laisse la parole à Hélène pour ce qui est du cas particulier. Sauf s'il y a déjà des questions peut-être sur le report des primes, enfin sur ce qui vient d'être présenté par Charline. Tu nous dis, Jérôme, éventuellement s'il y a des... Ouais, alors sur les primes, de manière générale, j'en ai, ça commence à venir. Il y en a quelques-unes sur lesquelles on répondra un petit peu plus tard dans le webinaire, donc je vous demande un petit peu de patience. Si c'est prévu dans le déroulé, effectivement, on ne va pas Voilà, les aborder exactement. maintenant. Mhm. Alors après, de manière globale sur les primes, j'ai des personnes qui demandent si on a une prime annuelle qui est versée sur un seul mois, comment cela fonctionne. Une prime annuelle versée Qui sur est un seul versée, mois. ouais, qui est versée une seule fois en fait, à un mois précis. Ben, c'est la même règle tout dépend de si elle est annuelle, il y a une période de référence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Donc, Ouais. s'applique à ce moment-là la règle de report selon qu'elle a été versée pendant la période ou en dehors de la période, enfin tout ce qu'on vient d'expliquer. Après, une prime versée une fois, si elle est mensuelle, en revanche, si elle ne s'applique qu'au mois, elle sera prise en compte si ça correspond au mois de référence de l'arrêt de travail, hein. C'est-à-dire si c'est une prime
qui correspond à un mois versé en mai 2024, pour l'exemple qu'on a beaucoup eu aujourd'hui de mai 2024, elle sera prise en compte dans son intégralité. En revanche, si le mois de référence pour le calcul de l'indemnité, c'est juillet, eh bien, elle ne sera pas prise en compte puisque sa propre période de référence à elle, à la période à laquelle elle se rattache, ne concerne que le mois de mai, donc elle ne sera pas prise en compte. Tu me Merci, confirmes, Hélène. Laurence? Je confirme. Merci. Après, j'ai des questions qui vont être soit abordées un petit peu plus tard, soit on prendra plutôt le temps d'y répondre en fin de présentation dans le cadre de l'échange global Ok. sur les questions-réponses. J'en profite on a quelques questions qui nous demandent si le support sera fourni à l'issue du webinaire. Oui, Pour répondre rapidement, hein, oui, oui, le support vous sera fourni, il vous sera adressé par mail, ainsi que le replay. c'est bien ça. Donc, on va continuer. Donc, un cas particulier sur les heures supplémentaires et la modulation du temps de travail. Ce sont des questions qui interrogent souvent. Donc, on vous explique ici comment ça se passe et comment ces éléments de rémunération sont pris en compte par l'assurance maladie dans le calcul de l'indemnité journalière. Donc, pour les heures supplémentaires, hein, les heures supplémentaires réellement effectuées au cours de la période de référence sont prises en compte dans le salaire de base. On va prendre un exemple, c'est ce qui est le plus parlant. Donc, toujours notre accident de travail qui est intervenu en juin 2024 avec un mois de référence en mai 2024. Au total, 60 heures supplémentaires effectuées en mars, avril, mai 2024 versées en mai 2024. Seuls sont à inclure dans le salaire de base les 20 heures effectuées et versées, réglées en mai 2024. Donc, sur les heures supplémentaires versées en mai 2024, on ne prendra en compte que les 20 heures qui ont réellement été effectuées en mai 2024. Les 40 heures restantes sont à exclure du salaire de base. Donc, on est bien d'accord que les heures supplémentaires sont dans le salaire de base. Ce n'est pas une prime ni un rappel de salaire. En ce qui concerne la modulation du temps de travail, elle correspond à des dispositions spécifiques concernant le temps de travail des salariés et elle est inscrite au contrat de travail ou à la convention d'entreprise. Un exemple, accident de travail en janvier 2024 avec un mois de référence en décembre 2023. Au total, 150 heures effectuées dans le cadre d'une modulation pour l'année 2023, versées en décembre 2023. Le montant total des heures versées en décembre 2023, 150 heures, est à inclure dans le salaire de base. Mais il faut vraiment distinguer la modulation du temps de travail des heures supplémentaires. Mais ça, c'est... nous, on peut vous accompagner sur le principe de déclaration. En revanche, c'est bien à vous de savoir si ce sont des heures supplémentaires ou si le contrat de travail de la personne relève de la modulation horaire. Donc, ce qu'il faut retenir dans l'établissement d'une attestation de salaire, pour synthétiser, on renseigne la date du dernier jour de travail, qui est soit le jour de l'accident, soit un autre jour si l'arrêt n'est pas immédiatement consécutif. Dans le salaire de base, qui correspond au cadre A ou à la première étape sur notre entreprise, il faut indiquer uniquement les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence. Tous les éléments de salaire qui ne sont pas liés à l'activité du mois de référence sont à intégrer dans la partie rappel de salaire, le cadre B. Toutes les primes et rappels de salaire versés pendant les 13 mois précédant le dernier jour de travail sont susceptibles d'être prises en compte dans le calcul du salaire pour l'indemnité journalière. Si vous avez un doute sur la manière dont nous, Assurance Maladie, on va prendre en compte ces éléments de rémunération du cadre B, on va dire prime et rappel de salaire, vous indiquez tout ce qui a été versé dans les 13 mois précédents l'arrêt de travail, le cadre B, en pensant bien à mettre la période de référence qui s'y rapporte, le montant bien sûr, et c'est l'assurance maladie qui étudiera le dossier et qui le prendra en compte ou non selon les règles que l'on a évoquées précédemment. Certains d'entre vous procèdent à un précalcul de l'indemnité journalière parfois grâce à votre logiciel ou alors par des tableaux que vous faites vous-même.
les explications que l'on vous a présentées là ce matin sur les primes et les rappels de salaire, elles vous permettent effectivement de procéder à ce précalcul. Il peut arriver qu'il y ait une petite divergence. On est aussi là pour vous l'expliquer si le cas nécessaire. N'hésitez pas. Et je veux juste rajouter, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on vous parle bien des 13 mois précédant le dernier jour de travail et non pas des 12 mois. C'est justement avec toutes ces règles de report qu'on vous a expliquées. Et c'est pour ça qu'on insiste bien sur les 13 mois précédents, parce qu'il peut y avoir justement sur une prime qui sera versée en dehors de sa période de référence, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et qui commencera bien finalement dans les 12 mois, même si elle a été versée avant. Donc c'est bien pour ça qu'il faut bien prendre les 13 mois précédant le dernier jour de travail. Et c'est d'ailleurs ce que fait le dispositif DSN. Il remonte jusqu'à une antériorité de 13 mois pour remonter les éventuels éléments de salaire qui peuvent entrer en compte dans le calcul. Nous allons continuer, sauf s'il y a des questions. Sur la perte de salaire, donc, qui correspond à la dernière étape en saisie sur notre entreprise et qui correspond dans la reconstitution de l'attestation au cadre C. La perte de salaire, elle est à compléter, comme je le disais en préambule, uniquement si votre salarié ou agent pour les collectivités a eu une absence autorisée sur le mois du salaire de base et si cette absence a donné lieu à une retenue. Donc, le salaire du cadre A, il ne doit pas être reconstitué, c'est-à-dire que vous indiquez vraiment le salaire correspondant à l'activité après déduction de cette absence. Hein. Donc, le salaire de base. Le salaire du cadre C, lui, il correspond à la perte de salaire, c'est-à-dire ce qui a été déduit sur le bulletin finalement du fait de cette absence autorisée. Et c'est nos services qui vont additionner les deux pour obtenir le salaire rétabli, c'est-à-dire le salaire que l'on va prendre en compte pour calculer l'indemnité journalière. C'est là la différence avec une attestation de salaire en maladie ou au risque maternité-paternité où on vous demande un salaire rétabli. Là, on vous demande bien le salaire qui correspond à l'activité une fois déduite l'absence. Pour le vérifier, avant de valider une attestation, vérifiez toujours la cohérence en faisant vos additions. C'est-à-dire, vous prenez ce que vous avez mis dans le cadre A et vous l'additionnez avec ce que vous avez mis dans le cadre C et normalement, ça doit correspondre au salaire de base habituel de la personne. Globalement, c'est ça. Enfin, on va vous présenter comment se présente l'attestation de salaire lorsqu'elle se reconstitue à la fois auprès de l'assurance maladie, dans nos services, mais également pour vous, quand elle s'affiche à l'écran avant que vous ne validiez définitivement votre envoi. C'est un élément important pour vous. Alors, certains d'entre vous les impriment ou les archivent informatiquement aussi pour pouvoir s'y référer ou si jamais votre salarié voilà, vous dit que vous n'avez pas, ben ça vous permet aussi de prouver que vous avez fait la démarche d'envoi. Alors, je vais faire un peu de mauvaise foi, ça prouve la démarche d'envoi, ça ne prouve pas forcément toujours la réception par nos services, il peut y avoir quelques cas, mais vous pouvez vous y référer et ça vous permet aussi effectivement de vérifier les éléments avant validation définitive. Donc, on vous parle depuis tout à l'heure du cadre A, cadre B, cadre C, ils sont bien visibles à l'écran. Donc, vous les voyez ici. Pour un salaire de base qui correspond à mai 2024, puisque notre dernier jour de travail est en juin 2024, vous avez salaire de base et accessoires de salaire de la période de référence, avec toujours le montant ici là, des 21% forfaitaires qu'il faut déduire. Le cadre B, rappel de salaire et accessoires de salaire versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base. Et le cadre C, c'est le montant d'une absence justifiée, mais qui a donné lieu à une retenue sur le salaire. Voilà. Y a-t-il quelques questions sur ces deux derniers éléments, Jérôme, avant que l'on passe à un petit focus sur la DSN? Alors, je regarde. J'ai quelques questions. Là, j'ai par exemple, sur l'exemple d'attestation de salaire que tu viens de présenter, Oui. sur le salaire brut, les 420 euros n'ont pas été déduits. Alors, on s'interroge sur ces 420 euros qui apparaissent dans le taux forfaitaire.
Est-ce que tu peux juste repréciser Ils n'ont dessus pas très été rapidement? déduits. Non, mais alors ils ne sont pas à être déduits. Vous mettez le salaire brut et ensuite vous indiquez les 21%. C'est nous qui les enlevons. Effectivement, merci pour cette remarque parce que ça peut ne pas être évident. En accident de travail, maladie professionnelle, vous indiquez le salaire brut, comme en maladie ordinaire d'ailleurs, mais la différence, c'est que là, vous indiquez le taux forfaitaire. Le taux forfaitaire, je vous l'expliquerai un petit peu plus loin, il va nous permettre de calculer le montant de l'indemnité journalière majorée, celle que l'on verse à compter du 29e jour. Donc, vous indiquez le brut soumis à cotisation et le montant. Parce que l'indemnité journalière versée pendant les 28 premiers jours, elle se basera sur ce montant brut. Là où c'est à vous de déduire ces 21% forfaitaires pour nous indiquer un salaire net ou un salaire réduit au sens de l'assurance maladie, c'est pour toutes les attestations de salaire au risque maternité, paternité, tout ce qui est lié à l'accueil d'un enfant. Donc, pour l'accident de travail, qui est notre sujet aujourd'hui, vous mettez bien le brut soumis à cotisation qui est sur la ligne cotisation. J'ai d'autres questions si jamais, Hélène. Oui. Dans le salaire brut, dans le cadre A, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que je note le montant en retirant les primes annuelles et les absences autorisées, ou je dois laisser le salaire brut du bulletin de salaire, du bulletin de paye, et ensuite compléter les cadres B et C? Non, alors, si c'est une prime dont la période de référence, elle est mensuelle et qu'elle se rapporte au salaire de base, au salaire de référence, on l'a dit tout à l'heure, vous l'incluez bien dans le cadre A ici. En revanche, tout ce qui est versé avec une périodicité différente de, on va dire, du mois avec lequel c'est versé, hein, vous l'indiquez dans le cadre B. C'est ce que l'on vient d'expliquer. Parfait. Donc, il Merci, Hélène. faut parfois, effectivement, savoir prendre un petit peu de recul par rapport à son bulletin de salaire et de se dire peut-être que ma ligne du salaire brut soumise à cotisation, elle inclut des éléments que je dois retirer et que je dois aller mettre dans le cadre B. Effectivement. Parce que sur le salaire de mai, s'il y a des choses qui sont versées, mais dont la période de référence ne correspond pas seulement à mai, et plus large que mai, voire ne correspond pas du tout à mai, hein, il peut y avoir une période de référence complètement différente, c'est bien à extraire et à mettre dans le cadre B. Donc, ne rentre dans le salaire de base que ce qui correspond uniquement au salaire de base lui-même, mai 2024 dans notre exemple. Merci, Hélène. Je profite pour répondre à une personne qui souhaitait savoir si elle pourrait poser des questions par mail à l'issue du webinaire, puisqu'il y avait des questions qui n'avaient pas encore eu de réponse. Je le répète encore une fois, mais on va avoir un temps d'échange et de questions-réponses à la fin du webinaire. Si on n'a pas encore répondu à votre question, c'est parce que on estime qu'elle va intéresser un plus grand nombre de personnes et que du coup, on prendra le temps d'y répondre précisément à la fin du webinaire. Donc, je vous demande juste un tout Tout à petit peu de fait. patience. Et Merci puis, on encore. rappelle aussi voilà, à toutes les personnes présentes que vous pouvez aussi utiliser les modalités de contact habituelles que vous avez avec vos conseillers, hein, on le redira à la fin, pour un accompagnement en dehors du temps de webinaire d'aujourd'hui, bien sûr. Je On vous va redonne la passer main. donc à la question, enfin au sujet suivant. Nous venons de vous présenter les étapes de saisie sur notre entreprise, mais bien sûr, ça fait plusieurs années que vous nous entendez sur le sujet. On préconise principalement l'envoi d'un signalement d'arrêt de travail en DSN. C'est pourquoi nous allons vous en parler aussi aujourd'hui. Un dernier, je crois que c'est le dernier petit quiz sur les avantages des signalements DSN en accident de travail et maladie professionnelle. Exactement, je vous le lance de suite. C'est parti. Quels sont les avantages, on va vous le dire, de la DSN en accident de travail et maladie professionnelle? Pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer, pas de perte de salaire à saisir. Un seul signalement DSN génère une attestation accident de travail, maladie professionnelle et une en maladie. Pour info, plusieurs réponses possibles, bien sûr. J'allais le dire qu'il y avait un choix multiple. Équilibre plutôt bien. Encore une petite dizaine de secondes et puis je vais pouvoir mettre fin au sondage et vous partager les réponses.
Allez, on va mettre fin au sondage et je vous partage les réponses. Voilà, mesdames. Merci. Merci. Et donc, comme un grand nombre d'entre vous l'avez bien répondu, y avait bien répondu, tout le monde a gagné, toutes les cases étaient à cocher. Il n'y a pas de montant de salaire à compléter, il n'y a pas de prime à indiquer, il n'y a pas de perte de salaire à saisir. Et un seul signalement DSN génère une attestation de salaire, accident de travail, maladie professionnelle et également une en maladie pour permettre le paiement provisionnel. Alors, certes, on peut le résumer en disant c'est plus simple, il n'y a rien à faire. C'est quand même pas si simple que ça, je vous l'accorde, puisque le signalement d'arrêt de travail en lui-même va être plus simple puisque vous n'aurez indiqué que le dernier jour de travail et, le risque, mais pour autant, tous les éléments dont on a parlé aujourd'hui, qui sont à remplir manuellement sur une attestation de salaire faite sur Net Entreprise, tous ces éléments-là, ils vont entrer dans la composition des éléments de rémunération que vous devez compléter chaque mois dans votre logiciel et donc dans vos DSN mensuels. Donc, seul un bon remplissage et donc un bon paramétrage des différents blocs de vos DSN mensuels vont garantir la reconstitution pour nos services d'une attestation de salaire, accident de travail, maladie professionnelle correcte et un bon report des éléments de rémunération. Donc, quand on parle de bon paramétrage, selon votre profil, le profil de votre entreprise, de votre organisation interne, ça se fait peut-être directement en interne par vous ou par un de vos collègues, mais ça peut se faire aussi en lien avec un prestataire intermédiaire ou avec directement votre éditeur de logiciel. Ça, c'est vous qui le voyez. Donc, il est très, très important de renseigner de manière très juste les éléments dans vos mensuels. Nous vous donnons ici une petite grille. Est-ce que tu veux la présenter, Charline? Tu veux. Donc ici, on vous présente un tableau, une grille, comme vient de dire Hélène, pour aider à paramétrer les primes dans le logiciel de paye. Alors, ce n'est pas forcément vous qui allez les paramétrer. Enfin, ça dépend, comme disait Hélène juste avant, de votre profil, mais soit c'est vous, soit c'est un éditeur qui va paramétrer. Simplement, on vous a juste mis là pour que ça soit simple à comprendre ensuite. C'est que le cadre A, il faut que tout ça soit bien paramétré. Et donc, le cadre A, on disait tout à l'heure, c'était tout ce qui est lié au salaire de base. Donc, c'est ce qui va être dans le bloc 51 qui est disponible dans le cahier technique de Net Entreprise. Donc, ça va être tout ce qui va être lié à la rémunération. Ensuite, le cadre B, donc ce qui était lié aux primes et aux rappels de salaire, c'est à bien enregistrer et à bien paramétrer dans le bloc 52 de votre DSN et qui est disponible sur le cahier technique. Et donc, tous ces paramétrages-là vont permettre d'avoir une reconstitution de l'attestation de salaire qui sera au plus juste et réel avec ce que vous envoyez dans vos DSN mensuels. Et il faut savoir qu'une bonne ventilation des primes en DSN, c'est important parce que certes, ça envoie à l'assurance maladie des éléments de salaire, mais c'est aussi envoyé à France Travail dans le cas, par exemple, d'une fin de contrat, puisque vous faites aussi un signalement de fin de contrat et que ces éléments-là seront pris en compte dans la rémunération qui sera faite par France Travail. Donc, c'est pourquoi on vous a mis ici cette grille d'aide au remplissage, que ce soit pour vous, pour votre éditeur ou à transmettre à votre prestataire intermédiaire. Mais en tout cas, on voulait juste vous faire un petit focus pour dire que c'est dans ces blocs-là que tout se joue pour la bonne reconstitution. Un petit rappel, pardon. Oui, je voulais juste te dire que je voulais redonner la parole à Hélène pour le calcul de l'IGIS que tu as dit tout à l'heure que tu allais leur présenter. Donc, pour rappel, on vous a indiqué comment se calcule l'indemnité journalière, en tout cas à quoi correspond son montant. Donc, pendant les 28 premiers jours d'indemnisation de l'arrêt de travail, l'indemnité journalière est égale à 60% du salaire journalier de base. Donc, salaire journalier de base que l'on aura calculé grâce au salaire de base du cadre A, éventuellement complété d'une partie des éléments du cadre B, c'est-à-dire premier rappel de salaire si besoin.
et également du cadre C s'il y a eu une absence et que l'on doit rétablir le salaire. Donc 60% du salaire journalier de base et à compter du 29e jour d'arrêt, l'indemnité journalière majorée, elle correspond. Alors, le Code de la sécurité sociale, il dit à 80% du salaire journalier de base, mais dans la limite du salaire journalier net qui est lui-même calculé à partir du taux forfaitaire de 21%. Donc, dans les faits, c'est 79% du salaire journalier de base. Et au-delà de 3 mois d'arrêt de travail, l'indemnité journalière peut être revalorisée en cas d'augmentation générale des salaires après l'accident. Mais ça ne se fait pas de manière automatique, hein, n'est-ce pas, Laurence? Il faut qu'il y ait une demande, je pense, en cas de revalorisation des salaires dans l'entreprise. Oui, Voilà, convention. voilà, tout à fait. Donc, ensuite, la subrogation, un petit rappel, on ne va pas s'attarder puisqu'on a fait beaucoup de communication sur la subrogation ces derniers mois. Consultez votre convention collective ou accord d'entreprise ou autre type de règles, je pense notamment à la fonction publique, pour connaître les conditions de subrogation pendant l'arrêt de travail, mais quand même des généralités. Les dates de subrogation à saisir sont toujours les dates maximales prévues par ces différents accords dont on vient de parler, ne jamais se limiter aux dates de l'arrêt de travail. Vous mettez, puisque vous ne ferez qu'un signalement en début d'arrêt, si vous avez des prolongations, positionnez-vous au début de l'arrêt de travail, c'est-à-dire au moment où vous ferez votre attestation de salaire ou signalement d'arrêt en DSN, en vous disant si jamais l'arrêt doit durer, pendant combien de temps, moi, employeur, je demande à percevoir les indemnités journalières, pour ne pas revenir sur cette notion. En cas d'attestation rectificative, il peut arriver quand même que ce soit nécessaire. Donc, annuler en place en DSN ou attestation rectificative cochée sur Net Entreprise, reporter la date de début initial de subrogation. On veut dire par là que si vous devez prolonger une date de fin de subrogation parce qu'il y a un élément nouveau qui est intervenu, eh bien, vous pensez bien toujours à remettre la même date de début pour ne pas générer un indu. Sinon, on pensera que vous revenez sur ce qui avait été indiqué initialement. Et puis, pour rappel également, un SIRET égale un RIB. Donc, c'est bien les relevés, les coordonnées bancaires qui sont enregistrées par l'assurance maladie correspondent bien au SIRET et pas au statut du salarié, comme on peut le voir parfois. Donc, nous en avons terminé avec la présentation. Un petit rappel des différents modes de contact possibles vers l'assurance maladie, le 3679, qui est toujours gratuit, du lundi au vendredi, avec petite information pour ceux qui ne le sauraient pas, si il vous arrive d'avoir un grand nombre de dossiers pour lesquels vous souhaitez des informations auprès de cette plateforme téléphonique, le 3679, vous pouvez prendre un rendez-vous, fixer un rendez-vous. Alors, pour l'instant, le rendez-vous en ligne n'est pas encore tout à fait disponible, mais vous appelez le 3679 et vous indiquez que vous avez plusieurs dossiers à voir et on conviendra avec vous d'un rendez-vous. Toujours l'assistance de Net Entreprise également pour l'accompagnement plus lié, on va dire, à vos habilitations, à votre profil d'entreprise, à des soucis de connexion. Si vous êtes nouvellement arrivé dans l'entreprise, que vous souhaitez faire un petit état des lieux, un petit peu de des différents profils, des différentes habilitations qui existent pour votre entreprise sur Net Entreprise et globalement faire un petit ménage de tout ça, n'hésitez pas à contacter Net Entreprise pour y être accompagné. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, utilisez également les modalités de contact habituelles avec vos conseillers relations d'entreprise. Pour certaines caisses, il existe des formulaires de contact, sinon c'est par mail. Sinon, vous pouvez aussi appeler le 3679 et si ça relève de notre champ de compétences et que vous demandez à être recontacté, eh bien, nos collègues de la plateforme téléphonique nous transmettront l'information et on vous rappellera le plus rapidement possible. Nous allons passer au temps de questions-réponses s'il y en a des nouvelles. Hop, me revoilà. Eh bien, du coup, on va pouvoir passer effectivement aux questions-réponses. Je vais les reprendre dans l'ordre avec donc, des questions qui vont être sur différentes thématiques qui ont été abordées, mais qui, je pense, ont besoin de reprécision peut-être.
La première étant sur le bonjour, salaire du mois de mai avec un paiement le 2 juin, où il y a une prime annuelle. Dans le cadre A, nous devons indiquer le salaire de base. Dans le cadre B, nous indiquons la prime. Si je comprends bien, cette prime ne sera pas prise en compte. Donc on parle d'une prime annuelle avec un salaire, sur un salaire du mois de mai avec un paiement au 2 juin. A priori, avec Laurence, je te laisse répondre, effectivement. Oui, effectivement, la prime, elle ne sera pas prise en compte puisque la date de versement est le 2 juin. Donc, ça veut dire que la prime démarrera au 1er juillet, La période de report la pour nous. période de Voilà. report. Donc, ça veut dire que de l'année précédente, c'est celle-là qu'il faudra bien indiquer. C'est pour ça que tout du long, on vous a bien précisé que c'était bien sur une période de 13 mois. Si effectivement il s'agit de primes mensuelles, celle du 2 juin, versée le 2 juin 2023, pour revenir à notre exemple, avec la règle de report, peut éventuellement être prise en compte avec mai 2024, puisque si elle se reporte à partir du 1er juillet, qu'elle est annuelle, elle se reportera jusqu'au 30 juin 2024, donc elle sera prise en compte Voilà. avec avec notre salaire de référence de mai 2024. Ce sera celle de 2023 finalement qui sera prise. C'est ça, exactement. Merci. Une autre question qui concernait les salaires de base, et je pense les périodes de référence de 1 ou 12 mois. Et là, on avait une question, si le salarié travaille en discontinu, mais il n'y a que 3 ou 4 mois de présence, est-ce que nous prenons la moyenne? Alors, non. Nous, il ne faut pas prendre la moyenne. Il faut bien, en fait, là, il faudra faire une attestation. Alors, même s'il n'y a que 3 ou 4 mois de salaire, il faudra bien faire une attestation sur 12 mois. Et après, nous, de notre côté, à charge de demander les éléments qui nous manquent auprès du salarié. Et les mois où la personne n'aura pas travaillé, vous indiquez 0 et vous ne rétablissez pas, C'est ça. puisque c'est nous qui récupérerons les éventuels éléments de rémunération chez un autre employeur ou voir si la personne a été à l'époque sur ces périodes-là, éventuellement à France Travail. Enfin, Exactement. on fera le travail de recherche d'éléments pour calculer l'indemnité. Parfait. Et on avait une autre question un peu dans le même style qui demandait comment ça se passait dans le cadre d'une nouvelle embauche. Est-ce que vous pourriez apporter le complément dans le cadre de la nouvelle embauche? Alors, dans le cadre de la nouvelle embauche, donc effectivement, c'est le mois qui va précéder, il n'y aura pas de salaire, mais vous allez indiquer en fait un salaire rétabli selon le contrat de travail. Et nous, on prendra ce salaire rétabli. Donc là, vous l'indiquerez dans le cadre C en tant que nouvelle embauche dans la partie perte. C'est un des motifs de la liste déroulante du cadre C sur les absences. Merci. On nous posait la question si, alors là j'ai un doute, hein, mais je vous pose la question, si les congés sont payés par la caisse des congés payés, par exemple dans le BTP, doit-on l'inclure dans le salaire? Alors, alors, si vous avez connaissance du montant des congés payés, vous pouvez la mettre aussi dans le cadre C, vous pouvez aussi avoir le choix comme absence autorisée. Donc, vous mettez le salaire réellement perçu dans le cadre A sur le salaire de référence. Et dans le cadre C, pour la perte, vous pouvez mettre congé payé si vous connaissez effectivement le montant. Si vous ne connaissez pas le montant, eh bien, votre salarié peut nous envoyer son attestation, son relevé de caisse de congé payé, et nous, on travaillera avec cet élément-là. Ce qui arrive parfois aussi, je pense, c'est que vous mettiez en perte finalement le montant que vous avez déduit, vous, pour les congés, C'est ça. même si vous ne connaissez pas le montant versé par la caisse des congés. Par contre, votre salarié, lui, s'il estime que ça ne correspond pas, parce que effectivement, ce qu'il a perçu de la caisse des congés payés, c'est plus favorable, Oui. sur réclamation de sa part avec production du talon de paiement de la caisse des congés, on pourra procéder à une régularisation. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, j'ai juste quelqu'un qui me dit qu'elle n'entend pas forcément toujours ce que dit Laurence, donc si juste il y a possibilité Je de vais se rapprocher un rapprocher le tout micro. petit peu la pieuvre. Voilà. Merci. Hop. J'avais une question là qui va plus concerner Hélène et Charline. Dans le cadre du décalage d'un mois en paye, j'imagine que c'est dans l'outil, hein, dans le logiciel de paye, doit-on du coup modifier les dates d'absence?
Je suis pas, très sincèrement, je ne suis pas sûre de bien comprendre cette question. Moi non plus. Alors, Donc, j'aurais peur moi, de mal y répondre. ouais, je l'ai interprété dans le sens où ça serait dans le logiciel de paye. Alors, si c'est le cas dans le logiciel de paye, vous ne devez pas modifier les dates d'absence, hein. Il y a une absence en avril ou en mai ou en juin. Vous la saisissez comme telle. C'est plus après au niveau du report dans votre signalement que ça peut vous poser question. Du coup, si pour la personne qui a posé la question, si elle peut préciser la situation, ce serait idéal. Merci par avance. Tac, tac, tac. Alors là, j'ai quelqu'un qui nous indiquait qu'elle avait bien compris le principe de calcul des primes, mais elle ne comprend pas pourquoi on prend en compte des primes versées en dehors de la période de référence. C'est la règle du report. C'est ça. En fonction de si la prime versée, elle est versée en dehors ou pendant la période de référence. Et donc, du coup, ça va changer la date à laquelle on va commencer le report. Donc, soit le premier jour du mois de versement, soit le premier jour civil suivant la date du versement. Effectivement, c'est le calcul de l'assurance maladie. Mais vous aurez le support de toute façon pour bien recomprendre, parce qu'effectivement, là, sur une heure, ça peut être un petit peu lourd. Et puis, j'ai suivi les exemples les uns à la suite des autres. Mais la règle de calcul, elle est plutôt simple quand vous l'aurez sous les yeux. Honnêtement, ça sera beaucoup plus simple. Vous prendrez soit le tableau, soit la frise, et vous verrez que vous comprendrez la méthode dans laquelle nous, on se place pour calculer la période de report. Parce que c'est vrai aussi on a utilisé plusieurs fois le terme référence. Alors, il y a la période de référence de la prime qui est à ne pas confondre avec le mois de référence du calcul de l'IJ, Qui est le salaire de qui est le salaire précédent le dernier jour de travail, hein. Donc, il y a vraiment ces deux notions-là à distinguer. On a également une autre question sur doit-on indiquer les heures supplémentaires de fin d'année? C'est la même réponse, hein. Ça va dépendre de la période de référence de ces heures. Si c'est une prime, si c'est versé sous forme de prime, en fonction de la période de référence, il faudra ou non les indiquer Ouais. de la même Les manière. heures supplémentaires ne sont pas des primes. Donc, si elles ne sont pas effectuées le mois de la période, enfin le mois où elles ont été euh, payées, elles ne sont pas à prendre en compte. Oui. Euh, j'ai une question sur le temps partiel thérapeutique. Ce n'est pas l'objet du webinaire. Ce que je vous propose pour la personne qui a posé la question, c'est que on reviendra vers vous soit par mail, soit par un contact téléphonique à l'issue du webinaire pour pouvoir répondre à votre question qui n'est pas en lien avec le sujet actuel. Euh, il y a d'autres questions, mais qui concernent plutôt des questions liées à des sujets, ou enfin des Des cas problématiques particuliers, propres à peut-être? l'entreprise, Mm. voilà, des cas particuliers. Donc c'est pareil, on reviendra vers vous, Mm. du moins le chargé de la relation entreprise de votre département reviendra vers vous à l'issue du webinaire pour pouvoir échanger avec vous et répondre à vos interrogations. J'ai également une ou deux questions sur les cas pratiques que vous aviez proposés, Hélène et Charline. Mm. Est-ce que vous voulez qu'on revienne dessus? Alors, si tu penses que la question peut intéresser tout le Et monde, ben là, par on exemple, on a va une se question remettre sur le qui... support, mais vas-y. Ouais. Alors à la On rigueur, va si on peut essayer de ne en pas trop prendre une, dépasser. Mm. c'est Mm. pour ça, ouais. C'était la slide 54, je crois, Charline. Hop, voilà. Et je reprends la question. Dans votre cas pratique, les heures supplémentaires réalisées en mai ne sont payées qu'en juin, avec un AT de juin. Comment peut-on les prendre en compte? Pas des heures. C'est pas des heures Ouais. supplémentaires, c'est une prime. On parle bien de prime et de rappel de salaire, qui ne sont pas les heures supplémentaires ne sont jamais indiquées dans le cadre B. Voilà. Voilà. Et il y avait une autre question sur le cas pratique. La prime qui était versée le 4, alors la personne a mis le 4 mai, mais je pense que c'était plutôt le 5 mai sur ta slide. Euh, Prendre juste le euh, tableau, n'est- comme ça on verra ouais, toutes les primes. ouais, la prime qui était versée n'était pas versée hors période avec un point d'interrogation. Voilà, c'est celle-ci. Le Je 5 redonne mai, redonne la question. La prime qui était versée le 5 mai n'était pas versée hors période.
Elle était versée hors période de référence de la prime, c'est-à-dire la période de référence de la prime, c'était l'année 2022. Elle est versée en mai 2023. Donc, elle est versée hors période de référence de la prime. Donc, elle commence à se reporter à compter du premier jour du mois qui suit le mois de versement. Le mois de versement était mai 2023. On commence à reporter en juin 2023. Je ne sais pas si c'était ça la question. Écoute, la personne Et m'a si mis c'est ça. sur Alors, et si si c'est c'est sur sur le. l'exemple de 2024, c'est la même chose, sauf que si c'était sur celui où on avait posé la question, parce que c'est aussi le Mais le 5 résultat, mai. peut-être. euh, Mm. voilà. On était sur une prime qui était versée le 5 mai, avec une période qui était donc versée en dehors de sa période de référence de cette prime. Et donc, du coup, on commence à partir du 1er juin. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ne pas confondre la période de référence de la prime et le salaire de référence. Là, certes, mai 2024, c'est le mois de référence pour le calcul de l'indemnité journalière, mais ce n'est pas la période de référence de la prime qui, elle, est 1er janvier au 30 avril. Et donc, versée en mai en dehors, donc à reporter à compter du 1er juin 2024. Et donc, du 1er juin au 30 septembre, là, on est en mai 2024, n'en fait plus partie. Je crois qu'on arrive au bout du temps. Il y a encore quelques petites questions, mais on reviendra directement par le biais d'échanges à l'issue du webinaire sur les deux, trois petites questions qui restent encore, sachant que ça concerne plutôt des cas particuliers en plus. Donc, on reviendra vers vous à l'issue du webinaire. Je vais vous laisser, mesdames, clôturer. Eh bien, merci beaucoup à tous. On espère que ce temps dédié à l'explication détaillée à la fois du remplissage et de la prise en compte par nos services vous sera utile. Merci Laurence de ton œil expert qui nous a été utile aujourd'hui. Merci. Merci Jérôme pour la gestion des questions et on vous souhaite à tous une très bonne journée. Bonne journée. Mais- N'oubliez pas de répondre au questionnaire de satisfaction. C'est important parce qu'il y a des questions également sur des sujets qui vous intéressent pour la suite. Merci beaucoup. Merci à Bonne tous. journée. Au revoir. Merci, au revoir.